Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec Monsieur Jérôme Collère. Bonjour. Bonjour. Déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, vous avez été adjoint au directeur du département Fondation de la Fondation de France, directeur du mécénat du groupe L'Oréal et conseiller de l'ex-président du Louvre, Henri Loirette, sur les questions de philanthropie à l'international. En 2002, vous avez créé Initiative Philanthropique, une société de conseil sur le mécénat et les actions philanthropiques. Vous avez été administrateur puis président de Paris Musée de 2011 à 2014, cofondateur également du groupe des Amis de la photographie du Centre Pompidou. Et parmi vos autres activités bénévoles, vous aidez à mieux faire connaître auprès de donateurs ou fondations les activités pédagogiques de la Fabrique du Regard au BAL. Vous êtes bénévole au sein de l'équipe Fêtard depuis 2011 et vous avez été président de l'association Fêtard sur la période 2018-2019. Et à titre personnel, vous êtes également collectionneur de photographies, en particulier de photographies espagnoles, latino-américaines et de photos scientifiques. Donc dans cet entretien, je souhaiterais que l'on revienne en particulier sur vos initiatives dans le milieu de la photographie et également la construction de votre collection de photographies. Donc pour commencer, pourriez-vous nous expliquer votre environnement familial dans lequel vous avez grandi, déjà où est-ce que vous avez grandi et est-ce que votre famille avait un lien avec la photographie ? Alors, j'ai grandi à l'étranger, en Brésil, Turquie, Angleterre et Grèce. Et je suis arrivé en France à partir du moment où j'avais 18 ans pour entrer à l'université, enfin pour entrer à Sciences Po. Et non, mais ma famille a aucun lien avec la photographie. C'est quelque chose qui est purement personnel. Comment et pourquoi avez-vous commencé à acheter de la photographie ? Donc, est-ce qu'on pourrait revenir sur les débuts et sur les premières photographies que vous avez achetées ? Oui, bien sûr. Il se trouve qu'à un moment dans les différentes étapes que vous avez citées, j'ai été chez L'Oréal où j'ai gagné pas mal d'argent. Et en fait, j'ai eu un moment un coup de cœur pour une photo qui est ici, qui est une photo de Matthew Monteith, qui est un photographe américain qui a beaucoup travaillé en ex-Tchécoslovaquie. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette photo que j'avais vue à Paris Photo. Et du coup, je l'ai achetée. Et puis voilà. Et après, j'ai continué souvent avec les conseils des galeries ou par coup de cœur personnel. Comment vous restez informé ? Est-ce que vous vous faites aider du coup par des galeries, par un conseiller ? Est-ce que vous allez à toutes les foires de photos ? Oui, j'essaye d'être bien informé. J'utilise pratiquement tous les canaux, je crois. Je suis les ventes aux enchères, je vais aux foires, je travaille pas mal avec les galeries. Enfin, j'ai acheté quand même beaucoup de photos en galerie, donc elles me tiennent au courant un peu de ce qu'ils font. J'ai eu la chance justement soit par le BAL, soit par Fêtard, de rencontrer des photographes, et souvent des jeunes photographes dont j'ai pu aimer le travail, donc que j'ai soutenu. J'ai compté que depuis que je suis à Fêtard, enfin depuis que j'étais bénévole à l'association, j'ai aidé à peu près 3 ou 4 photographes par an, justement pour développer leur carrière. Donc tout ça me donne une vision en fait assez large, que ce soit le marché général de la photo ou l'apparition de jeunes photographes. Comment était le marché de la photographie quand vous avez commencé à acheter de la photo ? Est-ce qu'il était comme aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu des grandes évolutions ? Alors je pense qu'il était un peu plus émergent qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la photo commençait déjà à avoir beaucoup de collectionneurs, d'admirateurs, même de galeries. Les galeries, souvent à l'époque, faisaient 2 choses, art contemporain et photographie, c'est-à-dire que la photographie était un des départements ou une des activités.
Excusez-moi, du coup, on parle de il y a 10 ans, c'est ça, à peu près, ou... Alors, on parle d'il y a 17 ans à peu près. J'ai plus les dates exactes, mais c'est à peu près ça. Le marché était pas totalement, structuré. Il commençait à avoir des collectionneurs, il commençait à avoir des photographes très très connus. Enfin, il y avait toujours dans le marché des photographes très très connus, et il commençait à avoir un marché pour les jeunes photographes. Sur l'évolution du marché, c'est un peu dans la même perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des galeries qui sont vraiment spécialisées. Paris Photo a pris une dimension absolument énorme et à juste titre est considéré comme l'événement international concernant la vente de photographies. Ce que j'ai pu observer ensuite du côté des photographes, c'est le boom de photographes émergents, que ce soit par exemple les photographes chinois, coréens, avec une sorte d'appétence sur ce qui était politique internationale. Et de l'autre côté, les jeunes photographes français aussi, avec un phénomène assez étrange, enfin qui me paraît très étrange, c'est une survalorisation de ces photographes, qu'ils soient chinois par exemple, on atteint des prix absolument délirants sur certaines photos, et les jeunes photographes parfois, ou leurs galeries qui mettent des prix aussi extrêmement importants alors que les photographes ne sont pas connus, n'ont pas exposé, n'ont pas édité. Voilà rapidement ma vision du marché. Est-ce que la construction de votre collection, est-ce qu'elle s'est fait, est-ce que vous avez une vision d'ensemble? Est-ce que vous l'avez construit en vous disant je veux couvrir tous ces sujets-là ou tous ces pays-là, voilà. Ou est-ce que ça se fait vraiment au gré des rencontres? Est-ce que vous avez un petit peu une idée de la taille de la collection que vous voulez atteindre? Enfin voilà, est-ce que vous avez une idée construite ou est-ce que ça se fait vraiment au fur et à mesure des rencontres? Alors un peu les deux. J'ai commencé par quelque chose qui était des photographies de l'école de Düsseldorf, beaucoup au début, donc des choses extrêmement froides qu'on connaît, hein, Thomas Ruff, Candida Hofer. Et ça me touchait beaucoup justement avec les rapports, en raison des rapports avec l'école du Nord en peinture du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. J'aimais bien cette froideur jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je tombe sur le bouquin de Candida Hofer qui s'appelle L'architecture de l'absence. Et du coup, j'ai été très frappé par justement l'absence d'humain ou l'absence d'humanité dans ce type de photographie. Du coup, j'ai changé et j'ai acheté un peu des choses différentes pendant un certain moment. Des photos d'accidents comme celle d'Odermatt ou autres, de Méténides aussi. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu plein de choses. C'était des photos de Pardon, des photos de Bertinski, des jeunes photographes aussi. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis intéressé, parce que j'ai travaillé pour une très grosse fondation que je conseillais sur la thématique art et sciences. Et du coup, cette thématique, je l'ai reproduite dans ma vie personnelle, en quelque sorte, pour travailler sur la photo scientifique au sens large, pas illustrative, c'est pas des photos de radio ou autre, c'est le rapport vraiment entre des photographes qui travaillent sur des éléments scientifiques et en font une œuvre, ou inversement, des scientifiques qui, par leur photographie, font œuvre artistique. Donc c'est là-dessus que je me suis lancé depuis maintenant 6 ans à peu près. Et c'est très diversifié, j'achète beaucoup de choses. Vous avez à peu près combien d'œuvres? En tout, une centaine, 120. Et est-ce que vous achetez, donc là autour de moi je vois qu'il y a pas que de la photographie, est-ce que vous êtes aussi collectionneur de peinture, Peu, mais j'aime beaucoup le dessin contemporain, ça c'est une chose. Et puis il y a des choses qui sont plus personnelles, comme des illustrations de Léon Carré qui a illustré Les Mille et Une Nuits. Donc il y a des qui pour moi sont proches d'un souvenir personnel.
Donc oui, je suis pas totalement exclusif, mais c'est vraiment la photo qui est au centre de tout ça. Je vous propose que l'on revienne sur vos différentes actions associatives dans le milieu de la photographie. Donc, comment s'articule-t-elle dans votre vie professionnelle et quelles ont été vos responsabilités? Donc, est-ce qu'on pourrait juste revenir, du coup, en parallèle de votre emploi, des différentes rencontres que vous avez eues, du coup, des différents projets jusqu'à maintenant? Alors, sur le rapport entre ma vie professionnelle et le secteur de la photographie du point de vue bénévole, le lien central, ça a été la collection, le fait que je sois collectionneur. À partir du moment où je suis collectionneur, les gens croient que je suis assez fortuné, donc ils me sollicitent aussi pour les aider financièrement. Et ce que j'ai pu faire, c'est comme mon métier justement consiste à trouver à aider les gens à trouver des projets et puis à trouver des financements pour les projets. Du coup, j'ai pu aider pas mal le BAL, qui est vraiment entre guillemets mon préféré dans toutes ces activités, à trouver de l'argent, des subventions, des fondations qui les aident sur un certain nombre de programmes. Excusez-moi, juste pour revenir, du coup, c'est vous-même qui vous contactez les contacts que vous avez via votre vie professionnelle pour des c'est un peu ça, mais pour éviter les conflits d'intérêts, en fait, c'est plutôt je mets en rapport le BAL avec des gens, des fondations dont je pense qu'elles pourraient être intéressées, ce qui évite pour moi d'être vraiment des deux côtés de la barrière à la fois. Donc ça, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Sur Fêtard, j'ai eu la chance en fait de prendre la succession de Marion Islène, qui m'avait demandé donc de lui succéder quand elle est devenue déléguée à la photographie au ministère de la Culture. C'était vraiment une expérience très passionnante. Et là, j'ai essayé d'aider aussi beaucoup sur les parrainages, d'une part, et à développer des axes qui me paraissaient très importants. C'est le premier de travailler plus entre guillemets avec les aspects sociaux de la société, c'est-à-dire par exemple j'ai réussi à faire mettre en place un prix Caritas de la photo qui est donné avec le festival Circulation, donc avec un choix des photographes là-dessus. Et l'autre chose, c'était de développer aussi les conférences sur certains sujets. Il me semblait que évidemment tout ce qui était aujourd'hui mixité, rôle des femmes était très important. Sachant que Marion a aussi mis en place une association qui s'appelle Les Femmes dans la photographie. Et la troisième chose, c'était que j'ai pas pu mettre en place quand j'y étais, c'est des réunions pratiques, des sortes de séminaires pratiques pour les photographes, c'est-à-dire par exemple comment développer les relations avec une galerie, qu'est-ce qu'une production, ce genre de choses. Donc je crois avoir répondu à votre question. Oui, exactement. Enfin, ou peut-être le Centre Pompidou, peut-être le GAP. Pareil, alors ça s'est fait avec des rencontres. C'était vraiment justement entre guillemets le plus simple comme action. Il se trouve que j'aimais beaucoup évidemment la photo de manière générale, que le Centre Pompidou avait pas de groupe relatif à la photographie. Comme j'ai habité aux États-Unis quand même quelques temps, j'étais assez proche du MoMA et qui a un département photographie lui très organisé avec un groupe des amis de la photographie très organisé qui aide aux achats. Et Clément Chéroux, qui était le directeur du département photographie à Beaubourg, à un moment réfléchissait à ça, on s'est rencontrés, on a décidé de travailler ensemble, enfin Beaubourg a décidé qu'on travaillerait bénévolement ensemble et moi j'ai en fait constitué une sorte de premier tour de table de collectionneurs ou d'amateurs qui seraient prêts à rentrer dans ce cercle et le groupe a été créé comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça. Est-ce que vous êtes membre de d'autres réseaux
enfin là c'est déjà énorme comme action, mais est-ce que j'en ai oublié? Aujourd'hui, alors c'est plus proche de ma vie professionnelle, pardon, mais je suis au conseil d'administration de plusieurs fondations. Et je suis au conseil d'administration d'une fondation qui s'appelle Entreprendre pour aider, qui travaille sur l'art et la santé mentale. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis au comité stratégique de la fondation Culture et Diversité, qui interviennent beaucoup sur l'insertion des jeunes par la culture. Et je suis aussi au comité stratégique de la fondation de la chaire philanthropie à l'ESSEC, dont je suis un des cofondateurs. Et je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Et du coup, toutes ces actions-là, vous arrivez à vous arrivez à être présent en parallèle de votre emploi, ou est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus ou moins présent? Enfin, comment vous arrivez à articuler dans votre emploi du temps votre travail, toutes les actions que vous faites dans les différentes associations Alors, il y a pas mal de choses, notamment ce que je vous ai décrit en dernier, qui sont finalement des choses assez ponctuelles. Il y a un conseil d'administration par trimestre ou semestre, donc ça prend 2 heures de conseil d'administration plus 3 ou 4 heures de préparation. Quand je vois des choses passer qui sont intéressantes, je les transmets, mais ça prend le temps du transfert. Circulation m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et en fait, ça m'a demandé trop d'investissement personnel. Donc à un moment, je pouvais pas suivre en fait autant. En plus, c'était compliqué à gérer de plein de points de vue. Le BAL, c'est pratiquement les gens que j'aide le plus en termes de temps aussi. Je suis constamment à leur disposition. Demain, il y a une visite privée auquel je vais assister, mais donc la partie entre plaisir et aide est complètement mélangée. Est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes qui se lanceraient en 2021, un conseil personnel, enfin en tout cas quelque chose que par rapport à tout ce que vous avez vu sur les dernières années? Oui, je pense que alors il y a la première chose, c'est que les photographes, notamment ceux qui débutent, doivent bien avoir conscience qu'ils rentrent aussi dans un marché et que parfois certains tiennent un discours c'est mon œuvre, pas de pression financière et autres, mais malheureusement il faut avoir de l'argent pour vivre, ce qui explique que une grande partie des photographes ont une deuxième activité, voire une activité qui leur apporte 80-90% de leurs revenus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'accepter, entre guillemets, mais accepter pas le bon terme, c'est parce que ça peut faire croire qu'il y a une contrainte, mais le fait que, par exemple, une galerie est extrêmement utile, que il y a des acteurs aujourd'hui qui s'engagent. Alors, il faut trouver la bonne galerie et le bon galeriste. Ça, c'est une autre chose. D'autre part, je suis toujours assez frappé, puisque ça, par contre, j'essaye de le faire beaucoup, et ça me prend un peu de temps, justement, d'aider des jeunes photographes. Et c'est leur transmettre toutes les résidences, les appels à résidence, les appels à candidature qui existent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et de les aider éventuellement à répondre à ces appels. Donc, jeune photographe, oui. Alors, quelque chose qui me frappe, qui est peut-être tout à fait épiphénoménal, mais qui me frappe, c'est parfois certains jeunes photographes sont quand même assez prétentieux. Et je me rappelle avoir été étonné quand même par exemple de prix, de montant de photos qui étaient quasiment équivalentes à ceux d'un Depardon, d'un Willy Ronis ou presque Burtynsky, pour des gens qui avaient commencé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est malgré tout, c'est un secteur où il y a énormément d'artistes, d'excellents artistes, que la cote révèle aussi ce travail tant du point de vue artistique que dans la durée. Et donc il y a une sorte de suivi dans les prix, peut-être qui est pas toujours aussi évident pour les jeunes photographes. Donc faire attention au prix
au prix annoncé pour qu'il ait vraiment, pour qu'il soit cohérent par rapport au reste du marché. C'est accepter qu'il y ait une croissance dans la carrière. C'est-à-dire que malheureusement, on commence quand on est tout jeune, etc. Souvent, on essaye de commencer en dessous de 1 000 €, et puis ça monte, et voilà. Mais moi, il m'est arrivé d'avoir des prix de 5-6 000 € pour une première œuvre, enfin pour des œuvres assez basiques. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter ou dont on n'aurait pas parlé? Alors, beaucoup de gens posent la question, vous savez, est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Bon, ça c'est une question hyper classique, mais je pense aussi pour l'art contemporain ou autre. La réponse est tout aussi classique, c'est-à-dire qu'on suit ses coups de cœur, ensuite on ne sait pas en fait. Moi, je me rappelle plus non plus de quel prix j'ai acheté, à quel prix j'ai acheté telle ou telle photo. C'est vraiment de faire en fonction du coup de cœur. Et à la limite, de pouvoir travailler en sens inverse, c'est-à-dire, par exemple, vous parlez de l'école de Düsseldorf, j'ai pratiquement tout revendu, parce que ça m'intéressait plus. Donc voilà, c'est en fait une grande liberté par rapport à la collection, pour les collectionneurs. C'est d'acheter au coup de cœur et éventuellement, quand on n'aime plus, revendre. De vivre avec sa collection, quoi. Oui. Puis accepter que la collection soit vivante. Vous posiez tout à l'heure, je crois, vous avez mentionné l'idée du nombre d'œuvres, ce qui est pas très important de mon point de vue. Enfin, je me rends compte que j'en ai trop. Mais c'est Antoine de Galbert, donc l'ancien fondateur de la Maison Rouge, qui disait en fait, on devient collectionneur quand on n'a plus de place sur ses murs. Et je pense que c'est une assez bonne définition. Mais c'est une définition à contrario, c'est-à-dire que, ce que vous disiez, une collection doit vivre, donc pour vivre, soit on doit pouvoir la voir, voilà. Et vous avez des œuvres qui ne sont pas chez vous, où tout est, parce que j'ai le nombre. Vous voulez dire dans un entrepôt? Oui, ou non, prêté, non, je sais prêté, pas. oui, mais non, presque tout est ici, parce que aussi j'ai beaucoup de photos dans les photos scientifiques, elles sont pas toutes de très grande taille. Donc oui, j'ai de quoi les classer. Toutes ne sont pas exposées ni encadrées. Super. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous, Marine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!